Une seule fuite, à peine une ligne dans un télégramme scellé, suffit à compresser des mois de tension en 48 heures, quand 70% de l'or d'un pays sont soudain placés sous ultimatum. Entre ce chiffre nu et la dette figée à 5,6 milliards, l'équilibre paraît rationnel sur le papier, mais il bascule dès qu'on mesure ce que ces deux nombres exigent d'un État déjà sous pression. Que reste-t-il réellement aux populations quand ce compte à rebours tombe sur les épaules d'Ibrahim Traoré et redessine silencieusement leur horizon quotidien? Peut-être seulement une marge étroite, fragile, où chaque heure pèse davantage que les années écoulées. Ce récit propose une chose précise: dévoiler comment une pression extérieure calibrée peut, en moins de 48 heures, déplacer l'axe de décision d'un État et reconfigurer sa souveraineté matérielle. La promesse centrale est simple et tient dans 10 mots: comprendre comment un ultimatum chiffré redéfinit toute marge d'action nationale. Car derrière le télégramme, il n'y avait ni procédure graduelle, ni espace de négociation, mais une mécanique binaire où la rétrocession de 70% de l'or faisait office de clé d'accès à un règlement immédiat d'une dette de 5,6 milliards. C'est précisément ce verrou numérique qui fait monter les enjeux. Une nation se voit contrainte de choisir entre céder son actif stratégique majeur ou affronter un choc financier pouvant remodeler l'ensemble de ses équilibres institutionnels. Et voici la question qui s'impose: comment un choix présenté comme strictement financier a-t-il pu déclencher une onde de réaction continentale dépassant largement le périmètre du Burkina Faso? La suite montrera comment cette pression a infiltré simultanément l'économie, la sécurité et la diplomatie. Un détail longtemps invisible, confirmé par une mission géologique tenue secrète, a soudain rééclairé toute la scène: un gisement aurifère d'ampleur exceptionnelle, validé par des données cryptées et devenu la pièce manquante d'un puzzle jusque-là incomplet. Ce même détail, ignoré pendant des mois, a pris une valeur décisive lorsqu'il a été rapproché de l'ultimatum lié aux 5,6 milliards exigés en urgence, révélant que la confrontation ne relevait pas seulement d'une dette, mais d'un enjeu stratégique plus profond. À partir de là, le contexte doit être relu autrement. Lorsque le télégramme confidentiel parvient à 6h30, le 12 août 2025, Ibrahim Traoré comprend immédiatement que la pression dépasse un simple rappel financier. Aucune négociation, aucune concession, seulement 2 jours pour céder 70% des réserves d'or ou affronter des sanctions susceptibles de paralyser les voies économiques du pays. Cette brièveté extrême du délai crée une compression temporelle qui transforme chaque heure en test institutionnel. Parallèlement, les signaux d'ingérence dans le Sahel se multiplient en déjà. Les puissances du G7 surveillant de près les zones minières africaines, tandis que certaines entreprises occidentales renforcent discrètement leur présence, anticipant un éventuel changement de contrôle. Les images satellitaires captées peu avant l'ultimatum montrent des mouvements inhabituels dans les régions arides. Elles confirment que le sous-sol burkinabé attire une attention internationale accrue. Dans ce climat tendu, la décision d'Ibrahim Traoré de convoquer immédiatement une réunion d'urgence n'a rien d'un geste formel. Autour de la table, responsables politiques, officiers de sécurité et experts du secteur minier se concentrent sur une seule question: comment préserver la souveraineté matérielle du pays lorsque la pression extérieure impose son propre calendrier? L'ingénieur minier, déjà familier des corrélations entre données cryptées et modifications géologiques, révèle que le gisement récemment authentifié bouleverse l'équilibre de forces réelles. À ses côtés, un officier territorial confirme que des équipements étrangers circulent à proximité des sites aurifères. Ainsi se forme la première image complète: un ultimatum, un gisement dissimulé, des signaux de surveillance
et un pouvoir exécutif contraint d'agir dans un espace temporel presque fermé. Dès les premières heures qui suivent la réception du télégramme, deux figures émergent comme des repères indispensables pour comprendre comment la pression s'est ancrée dans les structures internes du pays. Le premier est un ingénieur minier discret chargé depuis plusieurs années d'analyser les variations du sous-sol. Il connaît les anomalies géologiques du Sahel, les fluctuations d'indices, les relevés cryptés que peu de services maîtrisent réellement. Lorsqu'il rapproche les données récemment déchiffrées et les mouvements détectés par satellites étrangers, son diagnostic révèle une brèche stratégique. Un gisement jusque-là inexploité change le rapport de force bien avant toute négociation. Le second repère vient du terrain opérationnel. Un officier de sécurité territoriale, habitué à scruter la périphérie des zones aurifères, présente un constat tout aussi déterminant. Depuis plusieurs semaines, des équipements venus de pays tiers se déplacent autour des sites sensibles. Rien n'indique une agression directe, mais la constance de ces passages confirme que le Burkina Faso est déjà inséré dans une dynamique d'observation internationale. Ce double regard, technique et opérationnel, façonne la première couche d'interprétation. Il montre que l'ultimatum ne s'est pas abattu sur un vide administratif, mais sur un écosystème où chaque signal extérieur trouve un écho immédiat dans les réseaux internes. Ces éléments précoces influencent profondément les discussions initiales. Ils obligent les responsables réunis à comprendre que le temps n'est pas une variable neutre. Ils structurent la portée des décisions, déplacent les marges d'action et imposent un rythme que le pays n'a pas choisi. Ainsi se pose la vraie question. Comment garder une latitude réelle? Tout commence à l'instant même où le télégramme scellé est ouvert. Le message ne laisse aucune marge. 2 jours pour céder 70% des réserves d'or. Pas de négociation, pas de calendrier élargi, pas de sortie parallèle. Les termes sont posés, secs, mécaniques. Leur effet est immédiat. L'appareil d'État se contracte. Les ministres sont convoqués, les officiers rappelés, les responsables miniers déroutés vers un point unique de décision. Ibrahim Traoré fixe une ligne nette. Aucune cession, aucune soumission. Cette phrase brève et frontale enclenche l'affrontement. Puis les premières ondes se propagent. Les rédactions africaines commencent à murmurer. De Lagos à Kinshasa, des titres surgissent: pression extérieure, ingérence occidentale, ultimatum sur des ressources vitales. Les rumeurs se fixent en récit. Le récit devient caisse de résonance. Chaque minute ajoute une tension supplémentaire, car le pays comprend que la confrontation dépasse déjà le niveau strictement administratif. Elle entre dans l'espace médiatique continental, s'empare des conversations politiques, circule de capitale en capitale. Le Burkina Faso se retrouve au centre d'un débat qu'il n'a pas ouvert. Arrive ensuite le basculement scientifique. Les données cryptées issues du groupe géologique, constituées peu après la prise de pouvoir de Traoré, révèlent un élément inédit, un gisement non exploité d'une ampleur inattendue. Le document interne, jusque-là réservé à quelques cercles restreints, devient la clef de lecture d'un ensemble d'événements qui paraissait s'en disjoints. Cette ressource rare explique soudain les signaux captés par satellites étrangers et la pression intense venue de plusieurs puissances. Elle réoriente le débat. À l'intérieur, elle renforce la détermination du gouvernement. À l'extérieur, elle intensifie la surveillance. Alors, l'escalade devient visible. Des équipements logistiques venus d'Iran et du Venezuela apparaissent près des sites aurifères. Officiellement, ils n'ont rien d'agressif. Techniquement, ils marquent une bascule. Ils signalent que le contrôle du secteur minier est en train de changer de main. Peu après, les expulsions commencent. Les compagnies françaises et américaines quittent les zones d'exploitation. Le terrain passe sous gestion militaire nationale.
Le flux de l'or, qui suivait autrefois des circuits dominés par des banques étrangères, se redirige vers un fonds de développement interne. Cette inversion est brève, elle est pourtant décisive. Elle matérialise un choix souverain assumé. Le sommet de la tension éclate lorsque l'ultimatum de Donald Trump circule à l'international. Washington réagit, Londres suit, Paris observe, Berlin se raidit. Les menaces se superposent. Sanctions globales, blocages possibles, pression diplomatique, restrictions sur les transactions, le ton se durcit, il se refroidit. Ce n'est plus seulement une question de dette, c'est une contestation ouverte d'un ordre économique établi. Ibrahim Traoré demeure inflexible. Sa posture transforme un incident administratif en symbole politique. Puis vient la phase des répercussions. Les unités burkinabées prennent les mines. Les convois cessent d'alimenter l'Occident. Les flux se recentrent. Les réactions se multiplient. Les milieux industriels occidentaux expriment leur hostilité. Les capitales africaines, elles, montrent un soutien croissant. Mali, Niger, Guinée observent la rupture comme un précédent. Le débat se régionalise. L'affaire s'étend hors des chiffres. Elle occupe l'espace diplomatique, traverse les analyses géopolitiques, s'enracine dans les discussions publiques. À ce stade, la dynamique est engagée. Elle ne peut plus revenir en arrière. L'ultimatum de départ a transformé une pression silencieuse en affrontement visible. La chaîne d'événements suit une logique rigoureuse. Activation, amplification, rupture, repositionnement. Le compte à rebours a redéfini les lignes de pouvoir. La mécanique du conflit repose d'abord sur un écart net entre la base initiale, un pays disposant de réserves aurifères conséquentes, et la contrainte imposée ensuite, qui exige soudain une rétrocession massive. Cette transition crée un contraste lisible entre la situation de départ et la variation, où la simple évolution d'un pourcentage détermine le degré de contrôle réel qu'un État peut préserver. Le premier chiffre, 70%, représente plus qu'une fraction technique. Il équivaut à une perte de levier immédiate sur l'actif stratégique central du Burkina Faso. Ce taux retire brutalement une marge d'autonomie financière essentielle. En exigeant cette rétrocession, le télégramme impose une condition qui dépasse la gestion minière pour toucher directement la capacité de l'État à stabiliser sa politique interne. Le deuxième chiffre, 5,6 milliards de dollars, constitue le pilier financier de l'ultimatum. Le texte lie explicitement cette dette à la cession de l'or, de sorte que l'un ne peut être envisagé sans l'autre. La somme crée une pression instantanée sur la solvabilité institutionnelle du pays. Aucun étalement n'est mentionné, aucune modulation envisagée. Le montant agit comme un verrou destiné à restreindre les marges de manœuvre macroéconomiques et à réduire la possibilité d'une réponse graduée. Pour les institutions étrangères, il s'agit d'un instrument de certitude contractuelle. Pour les autorités burkinabées, il annonce une spirale de contraintes successives. Vient ensuite un troisième élément, moins volumineux mais tout aussi structurant, 3,4 millions de droits de tirage spéciaux réclamés au titre des obligations envers le FMI. Cette somme s'ajoute comme une extension mécanique de la première charge. Elle amplifie immédiatement le poids global de l'exigence extérieure. L'addition des trois montants, pourcentage d'or, dette principale et DTS, forme un ensemble cohérent qui verrouille l'espace de décision. Leur articulation ne laisse aucune interprétation alternative possible. La contrainte est pensée pour être totale. C'est dans cet environnement chiffré que les premières discussions internes se déroulent. Les équipes économiques comparent le coût potentiel d'une cession à celui d'une résistance ouverte. Elle constate qu'un transfert de 70% de l'or ne permettrait pas seulement de régler la dette. Il affaiblirait durablement la souveraineté matérielle du pays.
Ibrahim Traoré reçoit ces analyses dès les premières heures, comprenant que les chiffres ne sont pas des indicateurs neutres, mais les leviers d'un rapport de force calibré. À l'extérieur, les réactions se structurent autour de ces valeurs numériques. Dans plusieurs capitales occidentales, les institutions financières interprètent l'hésitation burkinabé comme la préfiguration d'une instabilité régionale. Elles y voient le risque d'un défaut en chaîne, potentiellement contagieux pour d'autres économies du Sahel. En Afrique, au contraire, les chiffres circulent comme preuve d'une pression disproportionnée, révélant un déséquilibre dans la relation aux puissances du G7. Ce contraste d'interprétation devient un facteur d'escalade. Chaque acteur lit les mêmes données, mais leur attribue une finalité différente. Les décisions ultérieures, sécurisation des sites miniers, expulsion des compagnies occidentales, redirection des flux aurifères, ne peuvent être comprises qu'à la lumière de cette architecture quantitative. Sans ces trois chiffres, l'affaire aurait pu demeurer un différend financier classique. Avec eux, elle devient une séquence où l'économie sert d'instrument direct de contrainte géopolitique. Ainsi, les données ne sont pas seulement des repères, elles constituent la structure même du conflit et définissent la trajectoire des réponses nationales. La première position, souvent mise en avant dans les milieux économiques internationaux, s'appuie sur une logique de stabilité macrofinancière. Selon cette lecture, l'ultimatum transmis au Burkina Faso ne relèverait pas d'une stratégie de contrainte, mais d'un dispositif destiné à prévenir une crise régionale. L'argument se présente sous sa forme la plus solide lorsqu'il postule qu'un État fortement endetté doit accepter des conditions strictes afin de préserver sa crédibilité auprès des bailleurs et d'éviter un effet domino sur les pays voisins. Dans cette perspective, la rétrocession de 70% de l'or sert de garantie matérielle, tandis que les 5,6 milliards exigés doivent être réglés sans délai pour éviter un défaut perçu comme imminent. Le volet portant sur les 324 millions de DTS serait alors une extension technique cohérente avec les obligations habituelles des États membres vis-à-vis du FMI. La seconde position adopte une grille géopolitique. Elle soutient, dans sa version la plus robuste, que les puissances occidentales auraient cherché à rappeler la prévisibilité de l'ordre économique établi. L'envoi d'un télégramme scellé, sans négociation ni mécanisme de transition, serait alors destiné à dissuader d'autres pays de remettre en cause des arrangements historiques. Cette lecture considère que la pression extérieure ne viserait pas explicitement l'or burkinabé, mais la nécessité d'éviter que des États ne diversifient leur partenariat au détriment des acteurs du G7. Dans cette hypothèse, l'ultimatum fonctionnerait comme un signal, une manière de maintenir une discipline financière perçue comme essentielle à la stabilité du système. La réponse aux deux positions se trouve dans la séquence des faits décrits dans la source. Le télégramme lie explicitement la dette à la rétrocession de 70% de l'or, sans proposer ni échéancier ni modalité graduelle. Les données géologiques révélant un gisement non exploité donnent un poids supplémentaire aux ressources convoitées, ce qui dépasse nettement le cadre d'un simple redressement financier. Les mouvements d'équipements étrangers près des sites aurifères, l'intensification de la surveillance satellitaire et l'expulsion rapide des compagnies minières occidentales indiquent que la confrontation s'est structurée autour d'un enjeu stratégique concret. Ainsi, les faits montrent que le conflit ne peut être réduit à une question de discipline budgétaire. Il s'enracine dans la maîtrise d'actifs essentiels. Cette phrase, longtemps confinée dans quelques dossiers chiffrés et protégés par des protocoles de chiffrement stricts, remet d'un coup toute la confrontation en perspective. Un gisement aurifère inexploité, authentifié par une mission secrète, se trouve au cœur des tensions. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une donnée validée, documentée, dont la portée
dépasse les équilibres internes du Burkina Faso. À l'instant où l'information circule, même dans un cercle réduit, l'architecture de l'ultimatum apparaît sous un jour différent. Ibrahim Traoré comprend que la pression ne vise pas uniquement le règlement d'une dette, mais l'accès à une ressource stratégique encore hors de portée des acteurs extérieurs. Les images satellitaires montrant des mouvements inhabituels dans les zones arides s'assemblent alors avec une cohérence nouvelle, tout comme l'arrivée d'équipements iraniens et vénézuéliens autour des sites sensibles. La révélation agit comme un pivot. Elle transforme une séquence financière en bras de fer géopolitique. Elle éclaire la logique des menaces, la rapidité des réactions, la densité des messages diplomatiques. À partir de ce point, chaque décision pèse plus lourd. La confrontation change d'échelle. Les répercussions nationales apparaissent d'abord dans la réorganisation immédiate des zones aurifères. Les unités de l'armée prennent le relais des compagnies occidentales expulsées, sécurisant les périmètres sensibles et redirigeant les flux vers un fonds de développement interne. Ce recentrage matérialise une volonté politique claire: reprendre la maîtrise d'un secteur stratégique sans dépendance extérieure. Pour les populations présentes autour des sites, cette mutation soulève un mélange d'espoir et de prudence, car la stabilité dépend désormais de la capacité de l'État à maintenir un contrôle cohérent et durable. Ibrahim Traoré inscrit cette reprise en main comme un préalable essentiel à toute stratégie souveraine. Sur le plan diplomatique, la fuite du télégramme agit comme un point de rupture. Les capitales occidentales y voient un défi ouvert à l'ordre financier établi, interprétant la résistance burkinabé comme une remise en cause de mécanismes considérés comme structurants. La multiplication des menaces, sanctions globales, blocages éventuels, pressions institutionnelles témoignent de la volonté de réaffirmer un cadre disciplinaire strict. En parallèle, l'arrivée d'équipements venus d'Iran et du Venezuela révèle une dynamique d'alliances alternatives. Cette recomposition silencieuse montre que le Burkina Faso ne se retrouve pas isolé, mais inséré dans un jeu de partenariats non occidentaux qui modifie la lecture géopolitique du dossier. L'impact économique interne se manifeste ensuite par la redirection des revenus aurifères. Les convois, qui alimentaient autrefois des banques étrangères, se réorientent vers des programmes d'infrastructure, des projets agricoles et des investissements destinés à réduire la dépendance structurelle du pays. Ce déplacement ne règle pas les tensions immédiates. Il crée cependant une base nouvelle où les flux financiers servent directement des objectifs nationaux plutôt que des circuits extérieurs. L'économie reste fragile, car les menaces de sanctions peuvent perturber les transactions et ralentir l'exécution de projets. Pourtant, la maîtrise directe des sites constitue un levier inédit capable d'offrir une marge d'expérimentation économique. À l'échelle régionale, la réaction est tout aussi structurante. Le soutien du Mali, du Niger et de la Guinée signale que la confrontation déborde largement le périmètre du Burkina Faso. Ces trois pays lisent l'ultimatum comme un précédent susceptible de redéfinir leur propre marge d'action vis-à-vis des puissances extérieures. Des manifestations de solidarité apparaissent accompagnées d'un débat croissant dans les milieux universitaires et civils autour des questions de souveraineté et d'autonomie économique. Cette dynamique régionale montre que l'affaire ne se limite pas à un affrontement bilatéral. Elle devient un catalyseur d'interrogations plus larges, touchant à la manière dont les États africains envisagent leur place dans les équilibres internationaux. Ainsi, les conséquences concrètes ne se résument ni aux chiffres, ni aux menaces, ni au seul télégramme. Elles dessinent un espace mouvant où économie, diplomatie, sécurité et solidarité régionale s'influencent mutuellement, révélant une transformation profonde et durable du rapport de force initial. Le premier scénario, celui d'une stabilisation sous tension,
s'appuie sur les éléments déjà enclenchés au lendemain de l'ultimatum. Les mines étant désormais sous contrôle national, les flux aurifères pourraient continuer d'alimenter le fonds de développement interne, consolidant la réorientation financière amorcée. Cependant, la menace de sanctions globales, clairement évoquée dans le télégramme initial, resterait active. Ce scénario mettrait donc le Burkina Faso dans un équilibre précaire, suffisamment de ressources pour maintenir ses programmes d'infrastructure, mais une vulnérabilité persistante face aux pressions extérieures. La stabilité dépendrait alors de la capacité du pays à sécuriser durablement ses sites et à absorber les fluctuations diplomatiques. Le deuxième scénario, d'allure plus optimiste, verrait la consolidation progressive d'un bloc régional. Les soutiens exprimés par le Mali, le Niger et la Guinée constitueraient une base solide pour structurer une coordination plus large autour de la gestion des ressources, de la circulation des informations et de la protection mutuelle contre les pressions extérieures. Une telle configuration réduirait significativement l'impact des menaces occidentales, puisque le coût politique et diplomatique d'une action coercitive augmenterait. Ce scénario ouvrirait également la voie à une diversification économique accélérée, grâce à des investissements orientés vers l'agriculture, les infrastructures et la transformation locale. Le précédent burkinabé deviendrait alors un point d'appui pour un repositionnement plus affirmé du Sahel. Le troisième scénario, plus sombre, repose sur une escalade des représailles. Dans cette hypothèse, les puissances mentionnées dans le télégramme appliqueraient pleinement leurs menaces. Blocage des ressources, durcissement des transactions financières, suspension d'accords institutionnels. Les entreprises occidentales expulsées pourraient accentuer les pressions en soutenant des mesures destinées à réduire l'accès du Burkina Faso aux circuits internationaux. Le pays serait alors contraint de consacrer une part importante de ses capacités à défendre ses sites aurifères, rendant plus fragile l'exécution des politiques internes. La tension deviendrait structurelle, affectant à la fois la stabilité économique et la cohésion sociale. Dans un environnement aussi incertain, la seule recommandation valide reste cognitive. Évaluer chaque trajectoire à partir des interactions qu'elle crée, non des certitudes qu'elle promet. Pour une partie des citoyens, ceux qui vivent autour des zones minières, le télégramme ne représente pas un simple différend diplomatique. Il s'inscrit directement dans leur quotidien. L'arrivée des unités nationales, la sécurisation des sites, la réorientation des flux aurifères craignent une oscillation permanente entre soulagement et inquiétude. Certains y voient une promesse de protection et de redistribution future. D'autres redoutent qu'un affrontement prolongé avec les puissances extérieures n'entraîne des répercussions sur la stabilité économique locale. Leur lecture repose sur une question essentielle. Jusqu'où un pays peut-il aller pour préserver ses ressources sans éroder la sécurité des communautés voisines? Dans les milieux urbains et administratifs, l'interprétation diffère. La fuite du télégramme met en lumière un fonctionnement international où des décisions majeures peuvent être imposées en dehors de tout dialogue. Les menaces de sanctions globales soulèvent des interrogations sur la capacité du pays à absorber des pressions rapides et simultanées. Ce groupe analyse la situation à travers le prisme de la gouvernance, de la cohérence institutionnelle et de la souveraineté matérialisée par les choix économiques. Un troisième ensemble, davantage tourné vers la dimension régionale, perçoit l'affaire comme un indicateur de transformation continentale. Le soutien du Mali, du Niger et de la Guinée est interprété comme l'émergence d'un espace politique où les réponses aux pressions extérieures pourraient être formulées collectivement. Pour ces observateurs, l'épisode constitue un moment d'apprentissage. Il montre comment des États peuvent envisager des trajectoires communes dans un environnement marqué par la compétition géopolitique.
Ces trois regards permettent de saisir ce qui dépasse les chiffres, la manière dont un événement diplomatique se cristallise dans les perceptions individuelles et collectives. La première étape consiste à sécuriser durablement les zones aurifères. Les unités déployées après l'expulsion des compagnies occidentales doivent être consolidées en un dispositif permanent, structuré autour de patrouilles régulières et d'un contrôle strict des accès. L'indicateur principal reste la continuité des flux extraits et transportés sous supervision nationale. Toute fluctuation anormale signale une tentative d'ingérence ou une pression extérieure. Ibrahim Traoré inscrit cette consolidation comme un socle opérationnel indispensable. La deuxième étape vise à structurer un mécanisme financier interne capable de canaliser les revenus aurifères vers les secteurs jugés prioritaires. Le fonds de développement déjà alimenté par les flux redirigés doit être formalisé par des objectifs trimestriels mesurables. Infrastructures essentielles, programmes agricoles, investissements industriels. La progression de ces postes sert d'indice direct pour évaluer l'efficacité de la réorientation économique. La troisième étape repose sur la construction d'un réseau régional élargi. Le soutien affiché par le Mali, le Niger et la Guinée permet d'envisager une coordination plus systématique, partage d'informations, synchronisation des réponses diplomatiques, protection mutuelle des ressources. Le repère de performance est simple, la conclusion d'accords opérationnels capables d'être activés rapidement en cas de pression extérieure. La quatrième étape concerne la communication interne. Les les campagnes déjà mises en avant pour valoriser les mineurs, les agriculteurs et les projets de reconstruction doivent être étendues. L'objectif est double: préserver la cohésion sociale malgré les tensions internationales et réduire l'impact psychologique des menaces extérieures. Le niveau d'adhésion publique se mesure par les retours communautaires et par la participation aux initiatives locales. Ces étapes forment une progression cohérente: sécurité, réinvestissement, coopération, cohésion. Quatre leviers destinés à stabiliser une trajectoire sous pression. Lorsque les tensions atteignent leur seuil le plus sensible, la figure discrète de l'ingénieur minier réapparaît. C'est lui qui, dès les premières heures, avait établi les corrélations entre les données cryptées, les mouvements détectés dans les zones arides et la valeur stratégique du gisement encore intact. Son rôle technique, apparemment secondaire, s'est révélé déterminant. Il a fourni les premiers signaux permettant de comprendre la profondeur réelle de la pression extérieure. Dans les réunions fermées, comme sur les sites sécurisés, son analyse revient constamment, rappelant que la souveraineté ne repose pas seulement sur des décisions publiques, mais sur la capacité à lire correctement les indices faibles. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette vigilance silencieuse pour ancrer ses choix, considérant que la compréhension technique d'un territoire vaut parfois autant qu'un discours politique. La continuité entre l'alerte initiale et les décisions ultérieures dessine une trajectoire faite de résistance mesurée, d'ajustements successifs et d'une volonté d'affirmer un rythme propre face aux pressions. La dignité trace toujours son chemin. Au terme de cette trajectoire mêlant pressions extérieures, recomposition des alliances et reconquête des ressources, une idée demeure: aucun pays ne définit son avenir seul. Les discussions publiques, les analyses techniques, les voix venues des mines ou des milieux diplomatiques participent toutes à révéler ce qui se joue réellement derrière les chiffres et les décisions. Partager ces récits, les interroger, les confronter devient une manière d'élargir la compréhension collective d'un moment charnière. Dans cet espace, chacun peut contribuer, en questionnant les dynamiques régionales, en observant les liens entre souveraineté et ressources, en discutant des trajectoires possibles plutôt qu'en les subissant. Ce dialogue n'impose pas une position unique, il ouvre un terrain où les perspectives se croisent
et s'enrichissent. Alors, une question demeure, simple et ouverte. Quelle place souhaitez-vous que les peuples occupent dans la définition de leur propre destin?